il s'agit d'évoquer les massacres du 17 octobre 1961, les mots manquent à l'historien, a écrit un jour un spécialiste des massacres coloniaux, tellement l'ampleur du drame était sans égal. En 1961, Maurice Papon était préfet de police de Paris. Nommé à ce poste en 1958, après avoir exercé les mêmes fonctions à Constantine, où il a instauré un système répressif dans lequel la torture était systématique et les exécutions sommaires étaient courantes. Ainsi, dès 1958, le sinistre Maurice Papon décide de mener une guerre totale contre le Front de libération nationale à Paris. Avec Maurice Papon, la violence contre les Algériens à Paris s'institutionnalise. Le 5 octobre 1961, le préfet Papon instaure un couvre-feu pour les seuls Algériens. La fédération du FLN en France décide d'organiser un boycott du couvre-feu raciste. Le boycott du couvre-feu doit prendre la forme d'une manifestation pacifique de masse au grand jour. Ainsi, le 17 octobre 1961, plusieurs milliers d'Algériens sont sortis dans toute la région parisienne pour manifester pacifiquement et protester ainsi contre le couvre-feu raciste qui leur a été imposé par le raciste préfet de police de Paris. La police parisienne a organisé ainsi, dans tous les quartiers de la capitale française, une chasse aux Algériens qui ont été battus, emprisonnés, bastonnés, tués par balles et certains jetés dans les eaux glaciales de la Seine. Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Vous l'avez compris, nous allons revenir aujourd'hui sur l'un des moments les plus importants qui ont marqué la fin de la guerre de libération nationale, un moment qui a marqué l'histoire de la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Il s'agit d'évoquer les massacres du 17 octobre 1961 et évoquer également l'histoire de l'immigration algérienne en France et son rôle dans la guerre de libération nationale. Pour évoquer cet épisode important de notre histoire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la Moudjahida Guelmia Feria et un jeune journaliste et chercheur en histoire et dans la mémoire nationale. J'ai nommé Saïd Labidi, fils de Abdelkader Labidi, qui était au moment de la guerre de libération nationale collecteur de fonds de la fédération du FLN en France. Nous aurons également au téléphone tout à l'heure M. Djoudi Beddar, le frère de l'écolière, la petite Fatima Beddar, qui a été jetée dans le canal de Saint-Denis en octobre 1961. Messieurs, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le dossier de la mémoire. Pour votre invitation, merci. Je commence exceptionnellement, normalement pas de problème. Oui, donc avec monsieur Saïd Labidi. Saïd Labidi, quand on évoque le sacrifice des Algériens en France pendant la guerre de libération nationale, ne se limite pas à cette date symbolique et combien importante du 17 octobre 1961. Tout à fait, le 17 octobre 61, c'est un peu un aboutissement tragique de l'investissement des familles algériennes qui étaient immigrées en France. Alors ce qu'il faut savoir, je vais essayer de dresser un petit tableau. Je me suis inspiré de l'ouvrage de Ali Haroun pour donner une vision un peu d'ensemble. Il faut savoir que l'immigration algérienne en France, alors comment parler d'immigration puisqu'il s'agissait de coloniser qui étaient dans la métropole, il faudrait préciser les termes, représentait 350 000 personnes environ, beaucoup de familles, pas seulement des célibataires, il y avait énormément de familles, mais qui étaient employées dans les industries, dans les chantiers. En fait, là où il fallait des bras, il y avait des Algériens, et puis à partir de 58, là où il y avait des Algériens, il y avait le FLN.
C'est donc dans ce contexte enfin, c'est mon histoire familiale qui est particulière. Mon père est arrivé en France en 1952, il n'était même pas majeur. Il a rejoint des membres de la famille dans un bidonville à Marseille. Et puis quand la révolution a éclaté, il s'est fait recruter par le FLN parce qu'il était l'un des rares à savoir lire et écrire. Il a appris l'arabe dans le réseau Ben Badis, et donc il faisait office d'écrivain public. Et c'est comme ça qu'il a été repéré, et approché et recruté par le FLN. Bon, voilà. Du côté de votre mère également Alors, du côté de ma mère, mon grand-père, lui, est arrivé en France en 1900, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Il faisait partie de ces Algériens qui ont été à Monte Cassino, qui ont participé à la libération. Oui, à la libération. Oui. Et il s'est installé, il est originaire de la région de Sétif, et il a senti que... il s'est installé dans l'est de la France, près de Belfort, pour travailler dans une grande usine de l'époque Alstom. Et donc j'ai deux visions. J'ai mon père qui était célibataire, qui a travaillé, qui faisait partie de la Fédération de France, qui a été recruté par le FLN à Marseille et à Paris surtout. Ouais. Et j'ai du côté de ma mère une vision familiale où j'ai pu recueillir le témoignage de la façon dont les familles ont été encadrées par le FLN à partir après 58, parce que ça ne s'est pas fait tout seul. C'est pas... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toute la communauté était encadrée au bout d'un moment, après une lutte entre le MNA et le FLN. À terme, le FLN encadrait toute la communauté algérienne. Et d'après les historiens, c'est pas moi qui le dis, hein, d'après les historiens, la Fédération de France était l'organisation clandestine, militaro-politique la plus puissante du XXe siècle. Parce qu'elle encadrait c'était une véritable contre-société qui était dévouée corps et âme à la cause nationale, et qui a permis au mouvement national de lui garantir son autonomie financière qui est indispensable. Chaque mois, selon Ali Haroun, la fédération récoltait 500 millions d'anciens francs. C'était de l'argent qui provenait des maigres salaires des ouvriers qui travaillaient dans les chantiers, dans les usines. Et donc, dans cette grande organisation, c'était extrêmement bien structuré, puisqu'il y avait de la clandestinité, mais il y avait toutes les branches, les étudiants, les ouvriers, les femmes, les prisonniers, partout, il y avait un encadrement du FLN. Voilà. Et des jeunes femmes comme Félia Guelmire, elle faisait partie justement des éléments de base, des militants de base de la fédération du FLN en France. La famille, oui. Ça c'est les familles qui ont leurs enfants étaient pratiquement enrôlés. C'était pas contre leur volonté, mais quand vous avez un papa qui vous dit ne parlez pas, on va recevoir un monsieur, c'est un frère. Il nous a vraiment bien habitués à la chose. Donc c'était un PC chez nous comme chez vous. Oui. Donc il venait à n'importe quelle heure, papa, maman savaient, mais nous non. Et petit à petit, on a été enrôlés, mes deux sœurs et moi-même. Avec le temps, c'était la liaison carrément, au fur et à mesure qu'on avançait dans l'âge, bien sûr. Ramasser les cotisations, transporter ce qu'il y a à transporter. C'est faux, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Beaucoup disaient j'ai transporté une arme, non, je ne peux pas dire ça. J'ai transporté un paquet. Ouais. C'est tout. Et à l'époque, on ne cherchait pas à comprendre. Donc, non. Il fallait accomplir une tâche. Tu accomplis, il y a un mot de passe. Tu vas rencontrer quelqu'un à la gare, par exemple, avec un chapeau, on nous donnait. Tu passes devant lui, s'il te donne le mot de passe, il fait beau aujourd'hui, il va pleuvoir, il y a un lion là-bas, ouais. Les mots de passe de l'époque. Ouais. Alors, Saïd Labidi vient de dire que la Fédération de France était l'une des organisations clandestines les plus importantes, peut-être, de tout le XXe siècle. Je dirais simplement oui. qu'il n'y a pas d'arbre qui pousse sans racines. Oui. Je remercie les frères
qui ont fait la préparation de la guerre. Et la préparation de la guerre a commencé intellectuellement, si on peut dire ça intellectuellement, au boulevard Saint-Michel, où il y avait les étudiants, Bel'aid Abdeslam, Ben Yahya, les grands hommes du lendemain étaient au boulevard du Luxembourg. Taleb Ibrahimi Et d'autres et d'autres. Donc nos étudiants ont bien pensé, qui sont devenus tous des grands hommes, qui ont préparé cette lutte. Et les deux premiers qui sont partis, la Fédération de France, d'après ma connaissance, elle a été pensée 5 ans avant le déclenchement de la guerre. Et tout ce qui s'est passé a été réfléchi. Et si vous recherchez dans l'histoire, le premier qui est parti pour organiser en France, c'est le président Boudiaf Allah yarhamou, avec son adjoint qui était Dédouche Mourad. Exactement. Et partant de là, c'était difficile, parce que c'était vraiment une bataille acharnée. En 1958, la wilaya de Lyon était démolie, la wilaya 7. Lyon, spécialement, la wilaya historique. Ils ont arrêté le chef de wilaya Tahar Temzi. Ils ont arrêté Ben Chenouf Kamel, c'est Rebah. Ils ont arrêté... qui encore? Beaucoup, c'est les époux Gerbe. Madame Gerbe a écrit un livre, d'ailleurs. C'était 2 profs qui travaillaient pour le FLN et qui hébergeaient le FLN. L'abbé Pierre, qui a hébergé Ben Brahim Hussein Allah yarhamou dans son presbytère pendant 1 mois. Je reconnais aussi les Français qui avaient compris la cause algérienne et qui nous ont vraiment aidés. Catherine Duhamel, les Lichtenberger, de gros industriels, les établissements Thomas, qui avaient les usines de soierie à Saint-Étienne, et la direction était sur Lyon, mais c'est à ne plus en finir s'il fallait citer tout le monde. Boïglin, le théâtre de Lyon, il est descendu, il a été directeur du TNA à l'indépendance. Il y a eu énormément, les intellectuels, les Français intellectuels, ont pris en main la cause algérienne. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, c'est à l'infini, s'il fallait les citer. Et ils ont compris la justesse Taha. Et ça aussi, grâce à qui? Grâce à nos responsables, grâce aux Algériens qui étaient responsables. La mobilisation des Algériens. Ils ont expliqué à la création des cellules. Ça n'a pas été comme ça, allez, on crée une cellule FLN et c'est tout. Non, le sport, dans tous les domaines, ils ont expliqué. Il y avait celui qu'on appelait yeux bleus, Aïssaoui, on l'appelait tonton cacahuète. Aïssaoui, il était justement à Marseille, c'est lui qui a organisé donc, voilà. La Fédération de ça France. Bougeait. À Marseille, les groupes de choc de Marseille. Alors, encore autre chose, la création des groupes de choc. La création de Tawalos, c'est le groupe de choc. Là, je n'ai plus la même mémoire, bien sûr, mais c'était grandiose comme travail. C'est comme ça qu'on a préparé donc l'ouverture du second franc du mois d'août 1958. Voilà, exactement. C'était prévu. Abdel Ramdan en avait parlé. Boudiaf en avait parlé, que plus tard, quand le FLN va s'asseoir correctement, si nécessaire, on ouvrira le 2e front. Tout le travail de préparation a été fait à la maison de l'étudiant, 115 boulevard Saint-Michel. Je suis restée moi-même après l'indépendance, 5 ans là-bas pour finir mes études. Voilà. Donc c'était là-bas. Voilà. Monsieur Saïd Labidi, vous travaillez sur la mémoire. Donc, la mémoire de cette lutte, la lutte de votre père directement au sein de la Fédération de France, du Front de Libération Nationale. Oui, je peux raconter la petite histoire. C'est une prise de conscience qui a eu lieu quand j'ai eu 50 ans. C'est un âge particulier dans une vie.
J'avais perdu mon père en 2008, quelques années auparavant. Et j'ai toujours vécu dans le souvenir, enfin, c'était une évidence pour nous. Mon père était collecteur de fonds pour le FLN, il avait gardé des documents, on en parlait. Il y avait un souvenir un peu héroïque. Il y avait un oncle, enfin quelqu'un que je croyais être mon oncle, à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui, qui est toujours de ce monde, qui s'appelle Saïd Laïd, qui vit aujourd'hui à Marseille. Et un jour, Saïd Laïd, alors que mon père était en phase terminale, un jour, une nuit, il m'a raconté de manière précise les circonstances de leur rencontre. Et là, j'ai découvert un pan de notre histoire extraordinaire. C'était carrément. J'ai pu réaliser que chaque famille algérienne qui vivait dans la métropole avant 1962 détient une parcelle de notre histoire nationale. Et j'ai pris conscience que si on ne faisait pas un petit travail de collecte, de fourmi, tout ça disparaîtrait avec la génération de mes parents. Et donc j'ai lancé une page Facebook, ça a juste commencé comme ça, où j'ai juste raconté, d'après les récits familiaux, le parcours de mon père, de la famille de ma mère, et j'ai lancé un appel via Facebook, via une page Facebook en 2020. Et j'ai invité toutes les familles algériennes qui étaient dans la métropole avant 62, de faire la même chose, de partager des photos de leur père, de raconter des brides, des petites anecdotes. Et puis voilà comment le travail a commencé. Et donc je vais revenir à Saïd Laïd. Oui. C'est un personnage de l'histoire algérienne qui est inconnu, puis qui est modeste et qui n'a jamais voulu. C'est une génération qui est très modeste, qui est très humble. Il était champion de boxe d'Algérie à l'âge de 14 ans, face au tenant de titre qui en avait 27. Il a connu Ali Lapointe. Il était issu d'une famille aisée de Annaba, mais il a eu une conscience nationale très jeune. Il a immigré en France, il a débarqué à Marseille depuis Annaba à bord d'un bateau qui transportait des chevaux. Il a débarqué au port de Marseille à cheval sur un. Puis il a été pris en main. Finalement, ce monsieur a été recruté par mon père. La rencontre, c'est la petite histoire qui joue en la grande, hein. Oui. Mais c'est une rencontre un peu extraordinaire. Mon père faisait donc, qui savait lire et écrire, avait un rôle de manière informelle d'écrivain public. Il faisait des lettres pour les gens, pour la communauté, pour envoyer des échanges au pays. Et puis, c'est ainsi que je vous disais qu'il s'est fait recruter par le FLN. Et Saïd Laïd avait été payé par quelqu'un pour frapper mon père, en fait. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, il allait accomplir sa mission, sa basse besogne, et puis finalement, il a laissé tomber, il a vu que c'était un chic type, et ils sont devenus frères, ensemble. Et ensemble, ils ont fui Marseille. Mon père avait quitté son travail parce que Saïd Laïd sa tête était mise à prix par la mafia. Et finalement, il a intégré la Fédération de France, les fameux commandos de choc, parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. Et mon père, lui, il était collecteur de faux, il était dans ce qu'ils appelaient un organique. Je ne sais pas si... organique, oui. Vous êtes là pour corroborer, je ne connais pas. Je vais vous expliquer après le fonctionnement de la fédération. C'était des militants d'abord, hein. C'était des gens qui payaient une cotisation. Oui. Ils adhéraient à une cause et ils payaient. Et puis ensuite, on leur attribuait en fonction de leur place, de leurs compétences, un rôle. Et mon père travaillait en binôme avec Saïd Laïd. Il collectait des fonds. Moi, j'appelle ça l'impôt. Je ne sais pas exactement le terme exact. Ça ne va pas. Collecter des fonds ensemble, oui. Dans la manière de procéder, d'après ce que mon père racontait, ils allaient à Paris dans les cafés, ils nommaient quelqu'un pour collecter l'argent du milieu, et puis régulièrement, ils passaient chez lui et prendre l'argent, quoi. Alors c'est comme ça, ensuite, en prenant du recul, en lisant des livres, en lisant l'ouvrage de Ali Haroun, que j'ai appris que la communauté algérienne établie en France permettait de récolter 500 millions d'anciens francs par mois, quoi. C'est un truc énorme. Avec le réseau des passeurs, c'est-à-dire que ça corrobore exactement ce que Madame... Si vous permettez une toute petite chose. Bien sûr. On ne collectait pas les fonds tous d'un coup chez quelqu'un.
on était par secteur. C'était vraiment organisé. Il y avait des cellules, il y avait des secteurs, et ainsi de suite. Donc, le secteur le flâné, il à tel endroit, l'autre, après, ça allait à la région, et ainsi de suite. Mais sinon, on se serait retrouvé avec eux. C'est au niveau de la wilaya qu'il y avait tous les fonds. Pour ne pas mettre trop d'argent d'un coup au même endroit. Cette organisation a été donc sera la cible, donc elle sera donc filée, elle sera surveillée de très près par la DST donc et la police française. Des centres chez des familles. Oui. Donc quand on allait porter ce qu'on avait ramassé ou le transporter d'un endroit à un autre, tout était dicté à l'avance. On n'allait pas à n'importe quelle heure, on ne faisait pas comme on voulait, on faisait la liaison. Donc d'un endroit à l'autre, mais ce n'est pas un collecteur qui va vous ramasser le tout d'un coup. Mais on finit pour le mois, pour une partie du territoire, là où il y a 3 était, par exemple, elle était énorme. C'était tout le sud de Lyon. On ne peut pas collecter tous les fonds de tout le sud de Lyon en même temps. C'était très, très bien organisé. Rien ne filtrait ni d'un côté ni de l'autre. On devait aussi surveiller la police. Par exemple, Lyon Sud, c'était chez mes parents. Ils faisaient les réunions aussi chez mes parents. Vous savez ce que c'est. La maison servait à tout, comme on était 3 agents de liaison. Je ne sais pas. Moi j'ai juste recueilli les témoignages de mes parents, je suis un témoin direct. On a le privilège d'entendre un témoin direct. Je vous propose maintenant ce témoignage, donc quelqu'un qui va nous raconter également donc, un témoignage d'une des victimes de Maurice Papon en octobre 1967. Donc la fille, la jeune fille, l'écolière Fatima Beddar. Nous avons avec nous au téléphone son frère, Judy Beddar. Monsieur Beddar, bonjour. Bonjour. Je suis le frère de Fatima Beddar. Voilà, vous êtes le frère de Fatima Beddar, l'une des toutes premières victimes du mois d'octobre 1961 à Paris. Voilà, elle est morte effectivement en octobre 61 à Paris. Si vous voulez, je vous raconte un peu ce qui s'est passé. Alors, Fatima Beddar était ma sœur, elle avait 15 ans et demi. Moi, j'avais 5 ans et demi. Ma sœur a été victime de la répression policière, meurtrière, contre des Algériens manifestant pacifiquement pour leur droit à l'indépendance le 17 octobre 61. Il s'agit là d'un acte citoyen fort qui contribue à faire connaître cette page sombre de l'histoire de France, car rendre hommage à Fatima, la plus jeune des victimes de cette répression, renvoie à un devoir de mémoire et à une nécessité d'en finir avec les non-dits concernant le passé colonial de la France. Mon père était arrivé en France en 1940 en tant que combattant au sein des tirailleurs algériens, prisonnier, évadé, puis à nouveau combattant. Il a été démobilisé en 1945. Il a ensuite été employé au Gaz de France, à la Plaine Saint-Denis en 1946, et il a fait venir sa femme et sa fille, Fatima, en 1951. Notre famille habitait à Stein depuis le mois d'avril 1961, dans le quartier de l'Avenir. Fatima m'accompagnait chaque matin à l'école maternelle Jean Jaurès avant de prendre son bus pour aller au collège d'enseignement commercial et industriel féminin rue des Boucheries à Saint-Denis. Il faut se souvenir que les Algériens résidant sur le sol français à l'époque vivaient sous un régime d'exception. On leur imposait le couvre-feu et l'interdiction de manifester. C'est dans ce contexte que le 17 octobre 61, Fatima, alors âgée de 15 ans, décide d'aller à la marche pacifique organisée par la Fédération de France du Front de Libération Nationale, le FLN, pour protester contre le couvre-feu raciste instauré par le préfet de police Maurice Papon.
Ce n'était pas une militante, mais elle accompagnait parfois notre père à des réunions clandestines du FLN, et elle a donc pris conscience, malgré son jeune âge, des injustices et des difficiles conditions de vie des Algériens en métropole. Je me souviens que mes parents, conscients du danger, lui avaient demandé de nous garder. Nous étions 7 frères et sœurs à la maison, et donc de ne pas se rendre à cette marche. Et ma sœur, elle a passé outre les injonctions de mes parents, soudain, souhaitant participer, tout comme eux, à ce rassemblement pour la liberté et la dignité des Algériens. Plus tard, le soir, Fatima n'était toujours pas rentrée. L'angoisse est installée à la maison. Le lendemain, mon père s'est rendu au commissariat pour signaler sa disparition. Il a alors été malmené par les policiers qui l'ont insulté, bousculé, puis battu. Il a tout de même pu déposer une déclaration de disparition de ma sœur. Durant les 15 jours suivants, ma sœur me prenait par la main et, totalement affolée, parlait à sa recherche en parcourant les rues de Stein, tout en priant et en pleurant. Le 31 octobre, mon père est arrivé à la maison avec le cartable de Fatima à la main en annonçant qu'elle avait été retrouvée noyée dans le canal de Saint-Denis. Son corps a été découvert par un éclusier, coincé dans les grilles de la turbine de l'écluse, qui est la dernière écluse avant que le canal rejoigne la Seine, donc proche de la gare. Mon père avait été convoqué tôt le matin par le commissariat de Saint-Denis pour qu'il se rende à l'Institut médico-légal de Paris afin d'identifier son corps. Arrivé à l'Institut médico-légal, mon père a eu droit à une fouille au corps et il a été invité à regarder la dépouille de ma sœur qui se trouvait étendue à même le sol au milieu d'une vingtaine de cadavres. Il s'agissait des corps d'Algériens repérés dans le canal. Ma sœur était méconnaissable, son corps ayant séjourné 15 jours dans l'eau. Mon père a reconnu sa fille grâce à ses longs cheveux noirs. Les policiers ont évoqué un suicide et sous la pression ont fait signer à mon père, qui était analphabète, un procès verbal confirmant que cette thèse, à partir de ce jour, mes parents, traumatisés, ne nous ont plus reparlé des circonstances de la mort de notre sœur. Même après l'indépendance de l'Algérie, mes parents ont continué à vivre dans l'angoisse. La crainte des réactions racistes dont leurs enfants auraient pu être victimes s'ils venaient à parler de ce tragique événement. Pendant ces années, une véritable chape de plomb s'est posée sur ces événements. Cela a été de ce fait une journée portée disparue. Ce n'est que quand l'historien Jean-Luc Einaudi, au début des années 90, a mené son travail de recueil, de témoignages, de publication et de médiatisation, que la chape de plomb a été peu à peu levée. J'ai été amené à le rencontrer à de très nombreuses reprises, la première fois en 1987, ainsi que mes sœurs, pour la recherche de la vérité et le besoin de ces livres. Jean-Luc nous a quittés il y a quelques années. Il m'a fait part de son souhait de participer à une négociation d'un lieu qui porterait le nom de ma sœur, ici à Stein, et j'ai donc une grande pensée pour lui. Auparavant, le romancier Didier Doninx avait déjà cité le nom de ma sœur en 1986 dans un article du journal L'Humanité qui portait sur le 17 octobre 61, et ce, dans la suite de son roman Meurtre pour mémoire, paru en 1983. Fatima a été enterrée au cimetière de Stein le 3 novembre 61, et 45 ans, soit
en octobre 2006. Sa dépouille a été rapatriée en Algérie. Elle dépose désormais au carré des martyrs de Tichy, en Kabylie, dans la wilaya de Béjaïa. Ce massacre, après avoir été occulté de la mémoire collective, a été officiellement reconnu par le chef de l'État français François Hollande en octobre 2012 par le président Emmanuel Macron, sans pour cela qu'il qualifie le massacre de crime d'État. De nombreux élus de municipalités de la région parisienne ont baptisé des lieux publics rendant hommage aux victimes du 17 octobre 61. Ces élus font partie de ces Français qui estiment qu'il est grand temps que la France reconnaisse les horreurs commises quand elle faisait régner d'une main de fer la reine coloniale dans son empire jusque dans les années 60. La reconnaissance officielle est un premier pas. Il faut désormais tenter de lever les zones d'ombre, notamment en ouvrant totalement les archives. L'incertitude demeure concernant le nombre des victimes, entre 200 et 400 Algériens tués autour du 17 octobre, et aussi concernant les responsabilités des donneurs d'ordre et des exécutants. Certains historiens ont qualifié les événements du 17 octobre 61 de répression d'État la plus violente qu'ait jamais provoqué une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire de massacres, et nommé les événements crimes d'État. Car oui, cette répression sanglante, méthodique, ces crimes ont bien été commis par la police républicaine française, au service de l'État, la police du système colonial français, la police du sinistre préfet, Maurice Papon. Monsieur Bédard, oui. Je vous remercie pour ce témoignage. Gloire éternelle à tous les chouhadas, à toutes les victimes donc des massacres du 17 octobre 1961, à toutes les victimes, j'allais dire, du sinistre Maurice Papon. Oui. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Oui, enfin, pour aller de l'avant et dépasser les traumatismes, il faut faire face à notre histoire commune, rendant hommage à toutes les victimes. N'oublions pas Fatima. Merci beaucoup, encore une fois. Monsieur Djoudi Bédard, vous étiez avec nous à partir de Paris au téléphone. Une réaction à ce témoignage, madame? Oui, ça me fait très mal, oui. 15 ans, elle avait 15 ans, elle a été jetée dans le canal. Elle a été jetée dans la Seine, il a bien précisé, elle ne travaillait pas, elle est partie pour les manifestations seulement, c'était une écolière. Et ce n'est que 15 jours après qu'on la retrouve. On l'a ramenée 45 ans après, vous êtes au courant, c'est arabe. Elle a été enterrée, alhamdoulilah, à Tichy. Elle repose aux côtés d'autres martyrs. Au cimetière, au cimetière des martyrs. Des martyrs, et dans la ville d'origine de ses parents. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Que faire d'autre? Donc voilà une autre histoire terrible qui a marqué donc la lutte des Algériens donc en France pour leur indépendance. Alors ce témoignage est très poignant et il renseigne aussi sur une chose très importante, c'est le déni côté français de cet événement qui a été longtemps occulté. Et moi je tiens à dire que du côté algérien, mon père était donc un militant de la Fédération de France. Ensuite, il était militant au sein de l'amicale des Algériens en Europe, et que chez nous, le 17 octobre 61 était célébré chaque année, quoi. Il y avait une revue, La Révolution africaine, je me souviens des unes, je me souviens des fameuses images où on voit des Algériens qui sont contre un mur, je les ai vus depuis que je suis enfant. Moi, je rends aussi hommage à ceux qui ont organisé notre lutte de libération. C'est vraiment des génies, on doit leur reconnaître ça. Et il l'avait déjà organisé également pour la transporter en France, dans l'idée de récupérer l'argent pour financer la guerre, exactement. Et ne dépendre d'aucun autre pays financièrement.
Donc c'est justement cette organisation qui a été mise en place, et qui a été configurée à tous les niveaux, du militant de base jusqu'au responsable du comité fédéral. Je tiens à préciser que, pour revenir au 17 octobre 61, c'est que le FLN a fait un travail de collecte tout de suite après les événements. Oui. Le premier chiffre, le premier bilan, où on parlait d'entre 200 et 400 disparus, 200, eh ben, c'est le FLN, des journalistes du FLN avaient fait même un document. Donc du côté algérien, il faut quand même rendre justice, c'est la France qui a un problème avec cette histoire, mais du côté algérien, dans le cadre de la lutte pour l'indépendance et puis pour faire connaître la cause, le FLN avait fait un travail de documentation, de collecte qui a été fait aussitôt. Tout à fait, au début on l'a fait ça. Ouais. Tout à fait, il fallait convaincre, il fallait expliquer, il fallait voir les syndicalistes, voir les usines, voir tout étranger vivant en France qui pouvait être gagné à notre cause. Exactement. C'est la France qui a été dans le déni. Il a fallu attendre Hollande, comme pour tout, il faut quand même rendre justice. Voilà, je pense être intervenu là-dessus, juste pour préciser. Le témoignage de M. Bédard est absolument poignant, bouleversant, et le travail qui a été fait pour inciter la France à le reconnaître. Il a rendu hommage à Jean-Luc Eloudi, qui effectivement a pu mettre cette affaire sur la place publique parce qu'il avait été poursuivi par Papon pour une diffamation. Et le procès a été l'occasion aux Français de découvrir cette page horrible. Parce que le 17 octobre 61, dans l'histoire de France, en Algérie, mais dans l'histoire de France, il y a un autre événement, c'est l'affaire de la manifestation du métro de Charonne, qui a occulté le 17 octobre 61. Mais ça, c'est un problème franco-français, j'ai envie de dire. C'est un problème... voilà. Donc, c'est une manifestation de communistes qui a été réprimandée. Il y a eu 9 morts. Et cette manifestation a occulté le grand massacre du 17 octobre 61 pour des années du côté français. Donc, la violence qui sera exercée pendant la guerre de libération sur les Algériens et sur tous les Algériens de France. Moi, j'aimerais rapporter le témoignage de Saïd Laïd, justement sur ces aspects, qui me racontait, quand on parle des Algériens jetés dans la Seine, il y en avait avant le 17 octobre 61, c'était fréquent, que des Algériens croisent la route. Bien avant. Donc, il y avait que des Algériens se fassent battre par des policiers, et puis qu'on jette les cadavres. Comme la plupart ne parlaient même pas le français correctement, ils ont toujours été humiliés, les ouvriers. Je partais au lycée, j'entendais, au marché, j'entendais, c'est le bico, c'est ceci, c'est cela. On ne va pas répéter ces vilains mots. Mais c'est bien de commencer à les assassiner. Donc, il y avait des... De la même manière que la torture ne s'est pas limitée entre 54 et 62. La torture était généralisée, était monnaie courante en Algérie, s'agissant de tous les militants nationalistes, pour peu qu'ils aient une conscience, les meurtres extrajudiciaires d'Algériens, d'après ce que me rapporte Saïd Laïd, qui a vécu cette période, était courant aussi. C'est après 1945, il y avait donc la torture était systématique pratiquement en Algérie. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est donc la vie, le quotidien de ces Algériens, notamment à partir de 1958. Ils étaient vraiment filés, pourchassés, bastonnés, donc humiliés, insultés un peu partout, donc en France. Oui, c'est vrai. Je peux vous dire que en 58, le FLN ne rentrait pas aisément à la rue Boileau à Lyon. Il y a la place du Pont. La place du Pont, c'est tous les Algériens qui débarquent là-bas. Et puis il y a la rue Boileau qui va beaucoup plus loin. Bien, nos responsables ne rentraient plus là-bas, ils se faisaient descendre. Par qui? Par le MNA. Ils étaient couverts. Qu'est-ce que vous allez faire contre eux? Donc on envoyait les petites gamines pour faire une commission, transmettre un message ou fin de mois faire ce qu'il y a à faire. Ça a été terrible. Et puis ils ont été torturés. Ils ont une dignité, ils ne parlent pas, c'est tout. Ils ne veulent pas parler de ça, plusieurs. Le FLN a fait absolument extraordinaire parce qu'il ne fallait pas seulement mener la guerre contre un État colonial qui déployait tous les moyens de répression, il fallait faire un travail interne. Il y avait effectivement, dans les témoignages qui me sont rapportés, c'est la lutte contre le MNA, quoi. C'était une vision... Mais c'était la plus grosse lutte. Contre les Français, on savait, c'est l'ennemi,
on fait ce qu'on peut d'une façon intelligente et c'est tout. Mais quand c'est votre frère qui s'appelle Mohamed comme vous, qui habite peut-être à l'étage en dessous de chez vous, c'était le cas de mes parents, le père, d'ailleurs, c'est Maurice Papon, lorsqu'il a été nommé en 1958, il avait exactement calqué le plan de la répression. Voilà, de 45, je pense 45. En Algérie, c'est-à-dire, ils se sont appuyés sur la Harka, et lui, il va créer la force de police auxiliaire. Donc, c'est une police spéciale, composée essentiellement de Harka, et c'est eux qui menaient donc la chasse. Et c'est eux qui torturaient. Je rapporte aussi les propos de Saïd Laïd, quand on a diabolisé le FLN. Et pour revenir maintenant à cette date, il nous reste 5 minutes pratiquement. Ah oui, je t'en passe vite. Cette date du 17 octobre. On a parlé des humiliations, et puis il y a ce couvre-feu raciste qui a été imposé par Papon aux seuls Algériens. Oui. Le couvre-feu de Papon. Mais en fait, tout était préparé pour complètement anéantir les Algériens et que cette lutte de libération s'arrête là. Les Algériens n'ont pas marché, les émigrés étaient pour le FLN, étaient pour la liberté, et c'est ce que les parents disaient à leurs enfants. C'est ce que... Il faut travailler, il faut y aller, on n'a pas d'autre solution, c'est les armes. Parce que la diplomatie n'a pas marché, la négociation n'a pas marché. On peut dire une chose, c'est que le FLN était très bien préparé à ça. On n'a pas fait, on ne va pas répéter ce qu'on dit chaque année, on n'a pas fait cette manifestation de nous-mêmes. On l'a demandé. Les militants l'ont demandé par écrit. Les documents sont chez Ali Haroun. Et quand on a attendu qu'on nous donne l'autorisation de la faire, on nous a donné 2 dates à choisir. La première était très proche, on a pris la deuxième. Ils avaient proposé le 14 ou le 17. Quand la lutte a commencé, les manifestations, la préparation était nickel. La préparation, toutes les solutions étaient envisagées par le FLN. Donc il fallait déjà donner le caractère officiel, pacifique, le caractère pacifique de cette... Pacifique, on est parti sans rien. Je n'étais pas à Paris. Moi, j'ai organisé Lyon sur instruction de M. Aïssaoui. Et on était à peu près 400 femmes à aller vers la prison Saint-Paul. On a crié, on a donné les slogans que le FLN nous a donnés. Libérer nos enfants, libérer nos maris. Là, c'est au lendemain. C'était le 18. Voilà. C'est-à-dire, il y avait la marche, il y avait la manifestation. J'ai oublié de dire qu'il y a eu 3 jours. Il y a eu donc le 17, le 18 et le 19. Parce que sur Paris aussi, ils ont repris le lendemain. Exactement. Mais avec des slogans uniquement. Et on n'avait absolument rien. Des femmes et des enfants. Là, je parle sur la manifestation de Lyon. On était environ, on m'a dit 400 femmes. Je peux dire une chose, c'est qu'on ne nous a pas fait ce qu'ils ont fait à Paris. Comme ils avaient fait beaucoup de mal à Paris la veille. Et le jour même, en même temps, il y avait Paris, il y avait Lyon. Donc, le haq, on a crié à ne plus en finir jusqu'à plus avoir de voix. Après, on nous a transportés à Fort-Montluc, là où il y a la guillotine, pour faire un peu peur à tout le monde. Et on nous a laissé toute la journée au soleil. Il y a une femme, Tarhat, elle a fait une fausse couche, Meskina. Elle n'a pas été soignée, elle n'a pas eu un verre d'eau, rien du tout. Ça s'est passé dans les cars qui nous transportaient de Saint-Paul à Montluc. Et il y en a une autre à qui on a cassé le bras en lui fermant le carreau dessus, sur le bras. Donc ça, c'est resté comme ça, toute la journée, sous une chaleur torride. Avant de nous libérer, ils nous ont arrosés avec un camion d'eau sale. Ils ne nous ont pas battus. Ils nous ont pour revenir à l'extrême violence que restait dans la mémoire des familles algériennes aujourd'hui, cette violence de cette nuit du 17 octobre, M. Saïd Labidi. Il y a une chose qui
qui justement gêne ce travail de mémoire et de collecte, c'est que les familles algériennes, elles étaient tellement heureuses d'être indépendantes après, qu'il n'y a pas eu qu'il y a eu une espèce de pudeur, et que tous ces faits d'humiliation qui sont difficiles à vivre, on les a inconsciemment occultés, quoi. On a célébré la liberté, l'indépendance, et dans les familles, c'est finalement assez récent où la parole porte sur cet aspect. Donc la violence du 17 octobre 61, en tant que témoin, je ne peux pas en parler parce que mon père n'a pas participé au 17 octobre 61, il a été emprisonné avant. Mais c'est une blessure que portent tous les Algériens de France à l'époque. C'était pas simplement les refoulés. Des prisons, vous dites qu'il n'a pas participé, il était en prison. Je suis désolée, en prison, la prison était organisée comme l'extérieur. Les jeunes filles rendaient des visites. Oui. Pour apporter des colis. Voilà, vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié. Il y avait le comité de soutien des détenus. On envoyait 50 000 francs, je crois. Ancien francs, franchement. 500 millions de francs par mois qui étaient récoltés en toile. Non, ça c'est ce qui a été récolté. Mais on envoyait un mandat aux détenus, un mandat à la famille du détenu. On rendait la fédération avait encadré la communauté algérienne dans tous les aspects, dans les prisons, y compris. La conscience politique était extraordinaire. Tous les secteurs de la société étaient les femmes. Tellement qu'il y a des choses à dire. Et dans les prisons, ben oui, les Algériens étaient très maltraités. Oui. Moi, j'ai recueilli le témoignage. D'ailleurs, je tiens à lui rendre hommage. C'est Monsieur Toubi, Monsieur Abdelhamid Mbarek Toubi, qui était un des chefs du FLN dans la région de Belfort. Quand il a été incarcéré, son fils venait de naître. Moi, j'ai recueilli le témoignage de son fils, qui porte ça comme un traumatisme. Et la première fois qu'il a rencontré son père, il devait le rencontrer en prison, il n'a pas pu. Et c'est seulement à la fin de sa vie, son père est décédé dans les années 2012, en s'occupant de lui, en lui faisant sa toilette. Il a découvert une cicatrice sur son corps et il lui a demandé d'où venait cette cicatrice, et son père lui a raconté que c'était lors d'une grève qui était organisée dans les prisons, qu'ils avaient été mal torturés, arrosés, il faisait -6, arrosés à l'eau froide, et il a seulement attendu la fin de sa vie pour confier ça à son fils, quoi. C'est pour en revenir à ce que je vous dis. Les prisonniers on a été, oui, c'est vrai, la communauté algérienne a été maltraitée à tous les niveaux, et qu'il faut lui rendre hommage, parce que la spécificité de la communauté algérienne, c'est qu'elle s'est dévouée pour la cause nationale, et comme vous l'aviez confié tout à l'heure en coulisses, elle était en milieu hostile. C'est-à-dire que la solidarité, on l'a trouvée qu'au sein de notre communauté, mais en dehors, c'est comme des agents secrets, c'était une contre-société qui était... tout était secret, puisque parfois même les frères, quand ils venaient, ils demandaient à changer le manteau ou la veste. Il y en a même qui ont changé leur costume. Maman, ce qu'elle faisait, elle donnait à dégraisser, elle l'avait elle-même, elle avait un grand placard dans le couloir, il était plein de vêtements. Une dernière question, elle concerne donc Monsieur Bédard tout à l'heure a évoqué un crime d'État, Madame. Oui, c'est un crime d'État, on n'a rien. Mais on n'avait pas une épingle sur nous. On a suivi les instructions de notre FLN. On était endimanchés, comme à Paris. On n'a rien dit d'autre que vive le FLN, libérer nos enfants, nos maris, etc. Les slogans qui nous ont été donnés par les organisateurs. Aujourd'hui, la communauté algérienne, également à Paris, milite pour que l'État français reconnaisse véritablement sa responsabilité directe, donc comme un crime, dont les massacres du 17 octobre. Oui, au sein de la communauté, il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs, c'est simple, hein, c'est que c'est seulement à partir de Hollande on a commencé à avoir une reconnaissance officielle du côté français. Un monument a été fait, une commémoration s'est faite. Oui. Il y a eu des gens qui ont fait des documentaires, mais
Le problème... C'est vu du côté français. Je pense qu'il importe à la communauté algérienne de s'en saisir, de rien attendre de la France. C'est son problème à la limite. On sait qu'elle est dans le déni, qu'elle fasse une reconnaissance de ses crimes d'État. On sait qu'elle a toujours tardé. On sait qu'elle a attendu des dizaines d'années avant de reconnaître que notre guerre d'indépendance était une guerre, jusqu'à très très récemment. Il parlait d'événements. Mais s'il y a un travail à faire au sein de la communauté, ben c'est à nous de le faire. Ne pas attendre de l'État français ou des politiques qui s'en chargent. Parce que quand ils le font, s'il y a des gens qui le font de bonne foi, je rends grâce à Jean-Luc Einaudi, il y a aussi une espèce de récupération politique pour un peu diluer la spécificité algérienne. On l'a dilue dans l'immigration, on l'a dilue... C'est à la communauté algérienne de se prendre en main, comme elle l'a fait de manière héroïque durant la Révolution. Aujourd'hui, on a les moyens de les faire. Alors que la plupart de nos parents étaient analphabètes, on est tous instruits. On a des moyens de s'organiser tout seul avec les réseaux sociaux. Tout est fait. Il serait malvenu aujourd'hui, et même criminel, de ne pas faire ce travail, parce que les autres communautés dans les autres pays le font. Moi, quand on pourrait parler du 17 octobre 61, les sociétés françaises, tout le monde a entendu parler du métro Charonne. C'était même dans une chanson de Renaud. Au point que même les Algériens avaient oublié le 17 octobre 61. Donc il est de notre responsabilité de recueillir le témoignage des... Information, explication, auprès des partis politiques français, des syndicats, des milieux universitaires, des personnalités de gauche, etc. Il y a eu une grève de 24 heures à Paris seulement, après le 17 octobre, le 18. Et bien maintenant, à vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon cher fils, à vous de prendre la relève. Et les vieux vous suivront. Les jeunes, il suffit de leur expliquer. C'était tellement bien organisé. Ceux qui se rappellent de l'amicale des Algériens en France, comment ça marchait? On rentrait les dépouilles, on a fait des assurances. Du volontariat pour aller en Algérie, des colonies de vacances. La communauté algérienne était la communauté la mieux organisée de toute l'Europe. Donc un dernier mot avec... Un dernier mot... Ce travail de mémoire qui est en train de se faire autour des jeunes. Je suis très contente et très fière. Je suis en contact avec plusieurs associations. Eh bien, on va rester ensemble, on va passer le relais. Les consulats, l'État a fait une démarche. Les consulats également, il y a des efforts qui se font. Ils essayent de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas s'organiser à votre place, à la place de ceux qui sont là-bas. Exactement, voilà. On ne faut pas compter sur l'État non plus. Il faut s'organiser en tant que citoyen et s'imposer en tant que citoyen. Pour que cette mémoire reste vivace. Que cette mémoire reste. Si on ne fait rien, elle disparaîtra avec nous. Voilà. Je tiens donc à vous remercier vivement. J'ai encore une toute petite chose. Inch'Allah, la mémoire reste. Et je pense beaucoup à tous nos chouhadas qui sont là-bas. Qu'on les laisse d'accord. Mais s'il y avait une organisation qui s'occupe d'eux, ceux de la Révolution, ceux de la Première Guerre mondiale, même, c'est des sépultures, maléch. Mais moi j'ai juste un mot qui va dans votre sens. Oui. Moi j'aurais aimé, quand je viens à Alger et que je visite le musée de Maqam Shahid, le sanctuaire des martyrs, je suis touché parce qu'il prend de l'ampleur, vraiment on redécouvre, ça va dans plus profonde d'histoire, on se rend compte que la résistance algérienne, elle n'est pas limitée à 54-62, que le peuple algérien a toujours résisté. Je vois qu'elle s'enrichit aussi année après année. Moi ce que je souhaiterais c'est qu'il y ait une partie qui soit consacrée aux Algériens de France, qui ont contribué ça serait une consécration. Ça correspond aussi à une volonté nationale. On est dans une grande phase de réconciliation entre les Algériens d'Algérie et hors d'Algérie. Et je serais très touché qu'il y ait une petite partie, que la famille Bédard puisse donner des effets personnels, que des gens
des photos de réunion, que des gens qu'on puisse trouver une petite parcelle pour la raconter, qu'elle fasse partie du récit national. Voilà, mon souhait. En tout cas, je dis un dernier mot, monsieur Arabi, excusez-moi. Si on ne fait pas soi-même, personne ne vous fera. Fédération de France, ou 6e Wilaya, ou 18e Wilaya, c'est les gens qui ont vécu ça qui doivent se réveiller. Puisque par rapport à ce qu'il a dit, M. Saïd Abidi, on doit rappeler les efforts que l'État algérien, à sa tête, le président Abdelmajid Tebboune, qui a beaucoup fait et qui est en train de faire également pour la mémoire d'une manière générale, mais aussi pour la mémoire et l'immigration algérienne d'une manière particulière. Donc je tiens à vous remercier, Madame Guelbia Felia. Je rappelle que vous êtes une moujahida de la fédération du FLN en France, et Monsieur Saïd Labidi, fils de Abdelkader Abidi, qui était également militant de la fédération du FLN en France. On remercie également Monsieur Djoudi Debar, qui était avec nous au téléphone à partir de Paris. Je tiens à remercier également l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à très bientôt.